Bon bah écoutez, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle et dernière conférence organisée par la librairie Calvin pour l'année 2023. Et nous avons le plaisir d'accueillir ce soir donc Sarah Rouvière qui va nous parler des résistances féminines et en particulier celle des femmes huguenotes face à la révocation de l'édit de Nantes. Alors Sarah Rouvière a écrit un petit livre, Anne Lapra, fugitive protestante, que vous trouverez sur le stand derrière, qui est une biographie de femme de pasteur qui a vécu la tourmente de la clandestinité et de la persécution, et qui, à partir de son cas, montre le contexte et tous les enjeux de ce à quoi une femme devait faire face. Donc voilà, je vous le recommande dès le début, mais on en reparlera peut-être un peu à la fin. Vous y ferez sûrement référence dans votre exposé. Donc voilà, je vous propose tout de suite donc d'écouter Sarah. Merci encore de votre présence et bonne soirée à tous. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus pour m'écouter. Je suis ravie d'être ici pour vous parler de mes travaux de recherche que j'ai fait dans le cadre de ma thèse, qui portait donc sur la place des femmes protestantes au sein de leur communauté, de la révocation de l'édit de Nantes jusqu'à la Révolution française, pendant une période de répression du protestantisme. Alors, quand on fait de l'histoire des femmes, on peut s'imaginer qu'on va parler uniquement de femmes, mais moi, j'avais vraiment à cœur d'étudier d'abord l'ensemble de la communauté protestante, comprendre en fait la place des hommes et la place des femmes. Parce que si on parle uniquement des femmes, il peut être compliqué de savoir ce qui leur est spécifique ou non. Donc il était important d'étudier d'abord, d'apprendre à connaître dans l'ensemble cette communauté pour savoir ensuite ce qui était spécifique aux femmes et ce qui leur était par exemple interdit. Donc je vous propose dans un premier temps de revenir sur le contexte historique de cette période du désert, la période d'interdiction du protestantisme. Moi, mes travaux de recherche se focalisaient sur le Vivarais, qui correspond presque en tout point à l'Ardèche actuelle, en fait. Donc, ce dont je vais vous parler, ça va être la période du désert en Vivarais. Je vais vous parler des femmes du Vivarais, spécifiquement. Alors, je ne vais pas vous refaire non plus toute l'histoire du protestantisme français, mais pour rappel, au XVIIe siècle, on considère qu'un Français sur 5 environ est protestant au début du XVIIe siècle. Et la plupart des protestants en France se trouvent dans ce qu'on appelle le croissant réformé, donc que vous voyez en rosé, qui s'étend de Saumur, du Poitou, passe par La Rochelle, par Montauban, les Cévennes, et donc le Vivarais que l'on a ici. Alors au XVIIe siècle, les protestants français jouissent d'une liberté religieuse qui leur a été accordée avec la signature de l'édit de Nantes en 1598. Mais tout au long du XVIIe siècle, en fait, il va y avoir une persécution grandissante contre eux. La liberté religieuse dont ils jouissent reste au final assez fragile. Et la persécution contre les protestants va vraiment s'accélérer sous Louis XIV, au moment où il décide de régner seul. Il veut vraiment parfaire le modèle du monarque absolu, en fait. Et donc, il souhaite que tous ses sujets aient la même religion que lui pour qu'ils puissent exercer davantage d'autorité, davantage de pouvoir sur eux. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va appliquer l'édit de Nantes à la rigueur. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas explicitement autorisé par l'édit de Nantes est interdit. Donc on va commencer par interdire, par exemple, des professions, notamment la profession d'avocat. D'un point de vue pratique, quand on commence à mener une politique de discrimination vers un groupe, si on leur interdit l'accès à la profession d'avocat, ils pourront moins facilement se défendre. Et donc, petit à petit, on va rendre la vie de plus en plus difficile pour les protestants, en espérant qu'ils se convertissent au catholicisme. Au final, cette politique n'a pas non plus les effets attendus. Il n'y a pas autant de conversions que l'on espérait. Et au début des années 1681, du coup, la politique royale va prendre une tournure
violente, hein, avec les dragonnades, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Donc les dragonnades, c'est le fait d'envoyer des soldats du roi appelés des dragons, logés dans des foyers protestants, jusqu'à ce qu'ils abjurent. Les dragonnades, elles vont être violentes, et ça va faire peur aux protestants. Il va y avoir donc des abjurations de masse, et dans certains villages, certaines paroisses, les gens vont abjurer en masse avant même l'arrivée des dragons. La simple menace des dragonnades va suffire. Donc, dans ce contexte-là, il y a de plus en plus de conversions des protestants au catholicisme. Jusqu'en 1685, où finalement, presque la totalité des protestants français se sont convertis au catholicisme. Et donc, à partir de ce moment-là, la politique royale va être de dire, puisqu'il n'y a plus de protestants en France, ou tellement peu, il n'y a plus besoin de leur accorder la liberté religieuse. Donc, l'édit de Nantes va être révoqué. C'est les débuts de la période du désert. À partir de ce moment-là, l'exercice du culte protestant est interdit en France. Les pasteurs sont exilés et les temples sont détruits. Ceux qui n'avaient pas été détruits avant, puisque beaucoup d'entre eux ont été détruits dans les années qui précèdent la révocation. Donc, c'est là que commence la période dite du désert. Alors, en fait, la plupart des protestants qui sont convertis au catholicisme, ce n'est qu'une conversion de surface, une conversion qui leur permet de se protéger eux-mêmes, de protéger leur famille et de protéger leurs biens, leurs maisons, etc. En secret, la plupart d'entre eux gardent une foi protestante. Et il leur reste donc plusieurs solutions pour pouvoir vivre leur foi protestante au grand jour. La première solution, c'est la fuite. D'émigrer vers des pays étrangers, vers des États protestants où ils auraient la liberté religieuse. Le problème, c'est que cette émigration, elle est interdite aux nouveaux convertis. Les nouveaux convertis, c'est comme ça qu'on appelle à l'époque les protestants qui se sont convertis au catholicisme. Donc moi, quand je vais parler de protestants, à partir de maintenant, au final, je fais référence aux nouveaux convertis. Officiellement, il n'y a plus de protestants en France. Ils sont nouveaux convertis au catholicisme. Et les nouveaux convertis n'ont pas le droit de fuir à l'étranger. Pourquoi ? Parce que si cela était autorisé, la couronne craignait forcément que tous les protestants émigrent à l'étranger. Donc, l'émigration à l'étranger est interdite aux nouveaux convertis. Et pourtant, environ 20% des protestants de France vont s'enfuir vers l'étranger. Alors, ça varie énormément selon les régions. En Vivarais, on est bien en dessous de la moyenne, on est à seulement 8%. Pourquoi ? Eh bien, premièrement, c'est lié à la situation géographique. Donc, si je reprends la carte d'avant, le Vivarais, je rappelle que ça correspond à l'Ardèche actuelle, est loin des frontières. Donc, par exemple, le Dauphiné se trouve beaucoup plus proche de la Suisse. Donc, il était plus facile de rejoindre les cantons protestants en Suisse pour les gens qui venaient du Dauphiné. Les protestants qui se trouvent à La Rochelle peuvent emprunter la voie maritime pour aller en Angleterre. Mais en Vivarais, c'était beaucoup plus compliqué. C'était un voyage beaucoup plus long, donc beaucoup plus dangereux, beaucoup plus coûteux. Un autre facteur, c'est à voir avec la profession des personnes qui émigrent. Les artisans pouvaient facilement émigrer à l'étranger parce qu'ils savaient qu'une fois arrivés dans le nouveau pays, ils pourraient recommencer une carrière professionnelle. En fait, ils amenaient avec eux leur savoir-faire et c'était facile pour eux de s'établir à l'étranger, surtout que la plupart d'entre eux avaient déjà un réseau européen. Les intellectuels aussi pouvaient également prendre leur savoir avec eux et tout à fait recommencer de nouveau. Mais les paysans, par exemple, c'était beaucoup plus compliqué pour eux, parce qu'ils ont l'habitude d'un sol particulier et d'un climat particulier. Donc vous imaginez qu'un paysan du Vivarais qui émigre aux Provinces-Unies, qui correspondent aux Pays-Bas, forcément, arriver sur place, ça aurait été compliqué pour lui. Donc ces deux facteurs font que, en Vivarais, la plupart des protestants restent en France. Et puis aussi, cette immigration, elle est plus compliquée pour les femmes. Parce que le voyage est doublement dangereux pour elles.
Alors, il y a tout d'abord le danger lié au fait que c'est quelque chose d'interdit, d'illégal, donc elle risque d'être arrêtée. Hein. Mais il y a un danger qui est plus spécifique aux femmes. Et ça, c'est quelque chose qu'on observe d'une manière générale dans différents contextes. Quand il y a des migrations de masse, les femmes sont plus vulnérables et exposées à plus de dangers. Alors, à l'époque, hein, dans ce contexte-là, voyager pouvait être dangereux. Il y avait notamment des brigands sur les routes qui dévalisaient les voyageurs. Et s'ils voyaient des femmes qui voyageaient uniquement entre elles, eh bien, ils allaient estimer qu'elles étaient des cibles plus vulnérables et donc ils allaient plus facilement s'en prendre aux femmes. Donc, ils risquaient d'être à la fois dépouillés de leurs biens, qui étaient également exposés à un risque de violence sexuelle. Un autre danger, eh bien donc justement en fait, par rapport à ce danger lié aux brigands, les femmes cherchaient à voyager avec des hommes. Il y avait des femmes seules qui partaient, soit qui n'étaient pas mariées, soit dont le mari avait déjà émigré. Eh bien, ces femmes allaient chercher à voyager avec des hommes, souvent dans des groupes de 10 ou 15 personnes, pour qu'ils les protègent en cas d'attaque. Elles pouvaient aussi s'adresser à un guide qui allait les aider à arriver à leur destination finale. Et on a des témoignages, en fait, de guides ou de protestants qui profitaient de cette situation, en fait, et qui estimaient que les femmes leur étaient redevables, vu qu'ils les protégeaient. Et donc, ces femmes étaient également exposées aux violences sexuelles de la part de leur guide ou d'autres hommes protestants. Donc, voilà, un voyage qui était encore plus dangereux et qui fait que les femmes seules en tout cas, étaient 2 fois moins nombreuses que les hommes à partir à l'étranger. Et en plus, une femme qui voyageait sur les routes était beaucoup plus soupçonnée par les autorités parce qu'elle n'avait pas d'excuses, elle ne pouvait pas justifier son voyage. Un homme pouvait dire, mais en fait, je me déplace dans le cadre de mon travail, je suis marchand, je vais voir d'autres marchands dans une autre ville. Les femmes ne pouvaient pas utiliser cette excuse-là. Donc on a aussi des femmes qui se déguisaient en hommes pour le voyage, et parfois le déguisement était tellement convaincant qu'on ne se rendait pas du tout compte que c'était des femmes. Donc on a notamment 2 femmes qui ont été arrêtées par des soldats, et les soldats ne se sont pas rendus compte qu'elles étaient des femmes, et les ont emprisonnées dans une prison pour hommes. Excusez-moi. Donc, la fuite qui concerne finalement pour le Vivarais vraiment une minorité. On est dans une province, je vous l'ai dit, très paysanne, très rurale, très pauvre, qui n'a pas les moyens finalement d'émigrer à l'étranger. Et donc, pour ceux qui restent et qui souhaiteraient vivre leur foi protestante, eh bien, ils vont organiser des cultes clandestins très rapidement après la Révocation. Seulement quelques mois après la Révocation, on sait qu'il y avait déjà des cultes qui se tenaient. Donc ces cultes, on les appelait les assemblées du désert. Alors, le problème, c'est que tous les pasteurs avaient été emprisonnés ou avaient été exilés à l'étranger. Donc il n'y avait plus de pasteurs pour prêcher pendant ces cultes. Donc ce sont des laïcs qui commencent à s'en charger. Donc des personnes qui n'avaient pas eu de formation théologique, mais souvent qui avaient une bonne connaissance biblique, parce qu'avant la Révocation, dans leur église, ils avaient une fonction assez importante. Ils pouvaient être anciens, diacres ou chantres, par exemple. Donc ces personnes-là, on les appelle des prédicants. Et soit ils récitaient des sermons qu'ils connaissaient par cœur, soit ils composaient leurs propres sermons. Parfois, ils étaient illettrés, ils ne savaient pas écrire, mais ils composaient quand même leurs propres sermons. Alors, c'était essentiellement des hommes, parce qu'avant la Révocation, il était interdit aux femmes de prêcher, mais j'ai trouvé la trace d'une femme qui s'est mise à prêcher dès 1686 en Vivarais, et qui était très appréciée de la communauté. Il y a même un autre prédicant qui a dit qu'il trouvait ses prédications fascinantes. Et en fait, si cette femme a pu avoir accès à cette position en tant que prédicatrice, c'est grâce à un phénomène qu'on observe dans différents contextes, soit dans des périodes de guerre, soit dans des périodes de crise, et en particulier au sein des mouvements de résistance.
c'est que dans les mouvements de résistance, les barrières sociales s'abaissent. Finalement, le statut social importe peu, qu'on soit riche, pauvre, femme, homme, jeune, vieux. Ce n'est pas ça qui importe. Ce qui importe, c'est vraiment la loyauté à la cause que l'on défend. Et donc, ici, cette femme qui prêchait, qui finalement luttait pour la liberté religieuse des protestants, qui aidait à continuer à perpétuer le culte protestant, eh bien, avait une position légitime en tant que prédicatrice. Alors, ça reste un cas isolé, hein. J'ai uniquement cette femme qui, tout de suite après la révocation, s'est mise à prêcher, mais on va voir que ça va changer par la suite. Donc en fait, avec ces assemblées du désert, on a une vraie résistance protestante qui va se mettre en place. Donc par résistance, par acte de résistance, je fais référence à tout acte clandestin qui est commis dans le but de lutter pour la liberté religieuse des protestants. Donc le premier type d'assemblée dont je vous ai parlé, je l'ai résumé ici. On va voir par la suite qu'il y avait d'autres types d'assemblées qui vont se mettre en place. Donc je rappelle, des assemblées menées par des prédicants ou des prédicantes, dans le cas de la femme dont je vous ai parlé. Leur but, c'est vraiment de rétablir le culte protestant tel qu'il était pratiqué avant 1685. C'est ça le but. C'est en fait continuer à ce que les églises protestantes puissent continuer comme elles le faisaient avant la révocation. Ces assemblées, elles vont séduire surtout les classes plutôt éduquées. Elles ne vont pas séduire les classes les plus aisées, parce que eux ont une certaine crainte d'aller à l'encontre des ordres royaux. Ils ne veulent pas aller à l'encontre de l'édit qui révoque l'édit de Nantes. Donc, ils préfèrent se contenter de cultes chez eux, de cultes privés. Mais les classes, on va dire les milieux semi-lettrés par exemple, se retrouvent beaucoup dans ces cultes clandestins. Et puis, quelques années plus tard, un deuxième type d'assemblée va apparaître, qui va mener un deuxième courant de résistance. Et ça va être les assemblées prophétiques. Donc, des assemblées qui sont menées par des prophètes ou des prophétesses. Pareil, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Donc ça apparaît en 1688 dans le Dauphiné, avec une jeune bergère qui se met à parler français, à prêcher en français dans son sommeil. Et petit à petit, d'autres personnes vont l'imiter. Donc ils vont se dire en fait messagers de Dieu, dire que Dieu leur a confié un message qu'ils doivent transmettre au reste de la communauté. Et souvent, ils vont l'exprimer un peu sous forme de transe. Dans le prophétisme, on va avoir un mélange en général de religion et de croyances populaires. Le prophétisme, il arrive en Vivarais en 1689 avec un homme qui arrive le 15 janvier et qui prêche pour la première fois de cette manière-là. Et en un mois, il va se propager d'une manière absolument fulgurante, puisqu'un mois plus tard, il y aura des assemblées prophétiques tous les jours, rassemblant entre 3000 et 6000 fidèles en Vivarais. Donc le prophétisme, vraiment, c'est un phénomène qui explose en Vivarais. Et son but est de rompre avec la hiérarchie traditionnelle. Ils ne veulent pas, en fait, recréer des églises comme elles étaient avant la révocation. Donc ils vont contester non seulement la hiérarchie politique ou sociale, mais aussi la hiérarchie religieuse. Les prophètes et les prophétesses estiment que n'importe qui peut devenir prophète ou prophétesse, n'importe qui peut prêcher, peu importe son statut. Et ils vont s'appuyer sur des modèles de héros bibliques qui étaient considérés faibles dans la communauté où ils étaient et par l'aide de Dieu, en fait, étaient rendus forts et pouvaient même être amenés à libérer leur peuple. Donc ils vont s'appuyer sur ces modèles-là et donc tout le monde peut prêcher au sein du prophétisme. Donc les hommes ou les femmes, les personnes âgées, les enfants, les personnes pauvres, peu importe. Et donc les femmes vont beaucoup adhérer à ce mouvement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, au sein du prophétisme, elles vont avoir une légitimité en tant que prédicatrices qu'on ne peut pas contester. Je vous ai parlé de l'exemple de la femme prédicante. Finalement, des gens pouvaient lui dire avant 1685, les femmes ne prêchaient pas, tu n'as pas le droit de prêcher, on ne reconnaît pas ton statut.
Au sein du prophétisme, c'est différent, puisque les prophètes et les prophétesses disent avoir été choisis par Dieu. Donc dire à une femme qu'elle ne pouvait pas prêcher, c'était remettre en cause non seulement son autorité, mais au final celle de Dieu. Et dans cette communauté qui était très croyante et très pieuse, eh bien ce n'était pas possible. Donc, grâce au prophétisme, les femmes vont pouvoir prêcher et vraiment avoir un statut d'autorité qui est reconnu. Alors, le prophétisme, il va séduire surtout les classes peu éduquées. Hein, les autres ne se retrouvent pas dans ces prédications avec une ambiance parfois un peu mystique. Et puis, certains ne sont pas contents non plus que des femmes puissent prêcher. Alors, les deux courants de résistance, hein, donc des assemblées menées par les prédicants et par les prophètes, vont se côtoyer pendant plusieurs décennies, jusqu'aux années 1710, où Antoine Court souhaite unifier les églises clandestines en créant une discipline commune. Donc lui, il veut vraiment organiser la résistance protestante et il veut aussi rétablir le culte protestant sous une forme beaucoup plus proche de celle qu'on avait avant 1685. Antoine Court, il estime que le prophétisme est responsable de l'éloignement des bases théologiques du protestantisme français. Et donc, il souhaite instaurer une discipline qui mettrait un cadre qui va régir non seulement le culte, mais aussi les mœurs des fidèles, et qui va notamment dire, alors je ne vais pas vous donner tous les articles de la discipline, mais quelque chose de très important, hein, la discipline va interdire le prophétisme, justement, parce que je voulais dire, on considère qu'avec ces messages un peu plus simplifiés, avec cette ambiance particulière, il s'est éloigné des bases théologiques. Et on va aussi interdire la prédication féminine. Et comment ça va être justifié? Eh bien, c'est parce que les femmes avaient une place très très importante au sein du prophétisme. Et donc on va les tenir en fait en partie responsables de cet éloignement des bases théologiques. Donc finalement, avec cette discipline, seuls les pasteurs masculins, et donc qui ont eu une formation théologique, vont pouvoir prêcher. Et ça, c'est quelque chose qu'on observe d'une manière plus générale au sein d'un mouvement de résistance, par exemple, ou alors dans un pays qui était en guerre et quand la guerre se termine, on observe une organisation de la communauté. Et au final, avec cette organisation, eh bien, les barrières sociales qui s'étaient abaissées vont se reconstruire. Et à nouveau, le statut social va être important. Donc ici, il n'est pas étonnant que cette institutionnalisation de la résistance, cette structuration de la résistance s'accompagne finalement de mesures discriminatoires envers les femmes. Les femmes vont à nouveau être cantonnées à certains rôles précis. Et à partir de ce moment-là, en fait, elles ne pourront plus exercer de responsabilités publiques dans les églises du désert. Donc, les premières églises à adopter cette discipline, ça va être les églises des Cévennes en 1715. Ensuite, on aura le Dauphiné et en troisième, le Vivarais en 1721. Et petit à petit, pendant une cinquantaine d'années, différentes provinces vont se rattacher à ce mouvement-là d'unification des églises en adoptant une discipline commune. Et puis, en 1757, alors là, c'est quelque chose qui est vraiment spécifique au Languedoc. Donc le Languedoc, je vous ai mis la carte ici, qui va du Vivarais jusqu'à Toulouse et Montauban. Je ne sais pas si vous voyez bien ce qui est écrit. Donc le Languedoc va conclure un accord informel, en fait, avec les protestants. Les autorités du Languedoc vont dire que si les assemblées restent discrètes, eh bien, elles ne seront plus poursuivies et du coup, les protestants pourront continuer leurs activités. Alors cet accord, il est très fragile, il va être rompu à plein d'endroits du Languedoc, mais en Vivarais, on a une situation un peu particulière, il ne va pas être rompu. Plus aucune assemblée ne sera poursuivie après 1757. Le protestantisme reste officiellement interdit, ça ne change rien à la loi, mais du coup, les assemblées vont peu à peu sortir de la clandestinité. Donc c'est une situation un petit peu particulière où la résistance, c'est finalement... la notion de résistance s'implique un peu moins vu qu'on sort de cette clandestinité.
Donc moi, je vous propose de nous concentrer sur la période de répression plus intense dont je viens de vous parler, qu'on peut au final séparer en deux déserts, en deux sous-périodes du désert. Donc la première, ce serait le désert spontané, qui dure de la révocation jusqu'à 1721, jusqu'à l'adoption de la discipline. Et à ce moment-là, on n'a pas vraiment une résistance organisée. On a des actes de résistance qui sont très locaux, c'est-à-dire que si quelqu'un veut organiser une assemblée, il va avertir les villages voisins, et on va en rester là. Donc il n'y a pas d'organisation, c'est quelque chose de très spontané. Alors que pendant le désert discipliné, on a un réseau de résistance à l'échelle du Vivarais, avec une organisation très précise, je vais revenir là-dessus. Et puis, donc, on a ce mouvement de résistance provinciale qui s'insère dans un réseau national. On l'a vu, il y a d'autres provinces qui vont adopter une discipline. Et ce réseau, il va même franchir les frontières françaises, puisque en Suisse, un séminaire de formation des pasteurs va être créé à Lausanne, et Antoine Court, dont je vous ai parlé avant, celui qui a instauré la discipline, va se réfugier à Lausanne. Donc la Suisse va jouer un rôle très important pendant le désert discipliné. Et au niveau des femmes, on a aussi vraiment un tournant entre ces deux déserts, puisque avant, les femmes ont accès à des responsabilités publiques, on l'a vu, elles prêchent, et après, elles sont un peu reléguées au second plan de la résistance. Mais ce qu'on va voir, c'est que paradoxalement, pendant le désert discipliné, eh bien, elles auront beaucoup plus d'opportunités de contribution. Ce sera beaucoup plus varié ce qu'elles pourront faire par rapport au désert spontané. Alors, avant que je vous donne des exemples de contribution des femmes, je voulais simplement revenir sur les sources que j'ai utilisées pour vous montrer un peu la méthodologie que j'ai utilisée. Donc, tout d'abord, j'ai utilisé les lettres des pasteurs, écrites entre eux et écrites à Antoine Court. On a de la chance parce qu'il y a énormément de lettres de la correspondance d'Antoine Court, des lettres qu'il a écrites ou qu'il a reçues, qui sont conservées à Genève. Donc ici, on a une lettre du pasteur Perrault qui a joué un rôle très important en Vivarais. Parfois, on tombe sur des petites pépites comme celle-ci, qui est un message codé qu'un pasteur avait écrit à un autre pasteur avec un code qu'ils avaient inventé. Alors j'ai cherché, j'ai pas trouvé la légende pour déchiffrer ce code, mais étant historienne, je ne pouvais pas lâcher ça, donc finalement j'ai essayé de le déchiffrer moi-même, et avec l'aide de ma famille, un Noël, on a mis une journée, mais on a réussi à le déchiffrer, et j'ai eu de la chance parce qu'en plus, ce message parle de deux femmes qui ont aidé un pasteur. Alors du côté des autorités, on a aussi des sources très intéressantes. Les archives de l'intendance du Languedoc, donc, qui étaient responsables de la répression religieuse et en fait qui étaient très procéduriers. Ils notaient tout ce qu'ils entreprenaient et par exemple dès que des personnes étaient emprisonnées, ils notaient les circonstances dans lesquelles elles ont été arrêtées. Il y avait des interrogatoires qui étaient transcrits, donc ici je vous ai mis un exemple d'interrogatoire, interrogatoire comme vous pouvez voir ici avec la signature d'Anne Lapra. Donc voilà, on a beaucoup de documentation du côté des autorités aussi. Et puis un troisième type de source, un peu moins conventionnelle, si le diapo veut bien marcher, ce sont les objets. En particulier pour les mouvements de résistance, les objets permettent vraiment de comprendre les circonstances dans lesquelles ils opéraient. Donc ici on a un exemple de Bible de Chignon, donc des petits extraits bibliques, rassemblés dans des petits livres que l'on pouvait facilement cacher dans les chignons. Alors a priori, ces Bibles n'étaient pas uniquement utilisées par les femmes, parce qu'on pouvait aussi les cacher sous un chapeau par exemple, mais en tout cas, ils étaient très majoritairement utilisés par des femmes, il était très facile de le cacher dans un chignon. Donc vous voyez que du point de vue des objets, on a aussi des objets qui étaient un peu spécifiques aux femmes. Alors maintenant, je vous propose de vous montrer plusieurs types de contributions des femmes à la résistance protestante du désert vivarois, donc de la période du désert en Vivarais. Je n'ai pas le temps de toutes les aborder, mais on va faire des zooms sur certaines d'entre elles.
Alors pour commencer, il me paraît important de parler du type principal de contribution. Alors on va dire que c'était un peu la formule de base pour aider la résistance, simplement mener un mode de vie protestant. Alors, à chaque fois, je vais vous parler du désert spontané et ensuite du désert discipliné et montrer les points communs et les différences. Pendant le désert spontané, donc de 1685 à 1721, mener un mode de vie protestant, ça voulait tout simplement dire ne pas mener un mode de vie catholique. Donc, première chose, ne pas assister à la messe. Et aussi assister aux assemblées du désert ou alors faire des cultes familiaux vraiment dans la maison pour ne pas aller à l'encontre des ordres. Voilà. Alors, au niveau de ne pas assister à la messe, on se rend compte que les femmes étaient plus nombreuses que les hommes à le faire. Pourquoi ? Parce que les hommes, à l'époque, étaient considérés comme les chefs de famille. Et donc, les conséquences pour eux étaient beaucoup plus lourdes s'ils n'assistaient pas à la messe que les femmes. Et donc les femmes étaient plus libres de marquer leur refus de vivre un mode de vie catholique. Et en fait, il s'agissait souvent d'une stratégie de couple. C'est-à-dire qu'un couple de protestants se mettait d'accord que l'homme allait se comporter, entre guillemets, un bon catholique, et la femme, elle, allait pouvoir plus facilement marquer son opposition. Autre chose, il ne fallait pas se marier, puisque le seul moyen de se marier, à l'époque, était de se marier à l'église catholique. Donc ça, c'est quelque chose d'assez étonnant dans une communauté qui était très religieuse. Eh bien, au final, les couples étaient nombreux à ne pas se marier. Et c'était même encouragé par la communauté. En fait, on considérait que l'engagement personnel entre les époux et l'engagement qu'ils pouvaient avoir envers Dieu suffisait à officialiser leur union. De même, il ne fallait pas faire baptiser ses enfants parce que le seul moyen de le faire était à l'église catholique. Mais ça posait des problèmes, en particulier au niveau de l'héritage. Parce qu'un couple qui n'était pas marié, qui avait un enfant, eh bien cet enfant, du point de vue de la loi, était illégitime et donc ne pouvait pas hériter. Et puis un enfant qui n'était pas baptisé, eh bien officiellement, sa naissance n'avait pas été recensée. Donc il y avait des problèmes d'héritage que les protestants arrivaient à contourner dans les endroits où ils étaient majoritaires, puisque c'était le cas de tout le monde, et donc il n'y avait pas de contestation. Mais voilà, parfois cela pouvait avoir de gros problèmes. Alors il y a quand même des couples qui décidaient de se marier à l'église catholique ou de faire de faire baptiser leurs enfants à l'église catholique parce qu'ils estimaient que les risques liés à ça étaient trop grands s'ils ne le faisaient pas. Et puis dernière chose, il fallait éduquer les enfants dans la foi protestante, et ça revenait souvent à la femme. Les femmes étaient traditionnellement chargées de l'éducation des jeunes enfants, et elles pouvaient aussi facilement contredire ce que disait le prêtre au sein de la maison, en fait, où personne ne pouvait le voir. Donc encore une fois, souvent dans les couples protestants, il y avait une stratégie où les femmes se chargeaient vraiment d'éduquer les enfants dans la foi protestante, et il est sûr qu'elles ont joué un rôle très très important dans le maintien, dans la survie du protestantisme en France juste après la Révocation. Alors, pendant le désert discipliné, c'est un peu plus différent. Mener un mode de vie protestant a une définition plus stricte, puisqu'en fait, il va y avoir des pasteurs. Et donc, finalement, tous les rites qui rythment la vie d'un protestant sont possibles. Donc, on ne se contente pas de ne pas assister à la messe. Il faut aussi aller aux assemblées du désert, c'est obligatoire. On ne peut pas non plus se contenter d'un culte familial. On doit vraiment assister aux assemblées. Il faut aussi se marier au désert, c'est-à-dire se marier dans une cérémonie protestante clandestine et faire baptiser ses enfants au désert. Les couples, par exemple, qui ne sont pas mariés, n'ont pas le droit de prendre la scène. Donc là, on revient à une organisation un peu plus traditionnelle. Alors, les mariages et les baptêmes au désert n'ont aucune valeur légale, mais les pasteurs vont les noter dans des registres très scrupuleusement parce qu'ils ont vraiment espoir qu'un jour ils pourraient servir et que peut-être que si les autorités se rendent compte de l'ampleur des mariages et des baptêmes qui sont célébrés, eh bien ils seront reconnus. Alors ici on a deux images, un registre catholique et un registre protestant
Alors, à votre avis, lequel est le protestant? En haut ou en bas? Alors, qui dit en haut et en bas? Alors, plus on va penser en bas, peut-être parce qu'il est moins soigneusement écrit, ou peut-être on se dirait plus à la va-vite, et bien pourtant c'est l'inverse. Ça, c'est le registre catholique, et ici on a un registre protestant, et pour continuer dans le thème, je vous ai mis la notice du mariage d'Anne Lapra et de son mari Jean-Pierre Espinas. En fait, justement, les pasteurs s'appliquaient vraiment dans l'écriture des registres, dans cet espoir qu'ils soient reconnus. On voit même, ils avaient un numéro ici, parce qu'en fait, ils les notaient d'abord au brouillon sur eux, et puis après, ils allaient les retranscrire dans des registres. Mais ils n'avaient pas forcément les registres qui pouvaient être volumineux, ils ne les avaient pas sur eux tout le temps. Alors, deuxième type de contribution, où là, on occupe une position un peu plus importante dans la résistance, eh bien, c'est lorsqu'on le prêche. Alors, je ne vais pas m'éterniser là-dessus parce que j'en ai déjà beaucoup parlé. Pendant le désert spontané, les femmes peuvent prêcher en tant que prophétesse, on l'a vu, et en tant que prédicante. En fait, une fois que le prophétisme va apparaître en Vivarais, après 1689, on retrouve beaucoup plus de prédicantes. Donc en fait, le fait que la prédication féminine ait été légitimée par le prophétisme a aussi permis de la légitimer dans les autres types d'assemblées menées par des prédicants et des prédicantes. Et les femmes semblent même être majoritaires. Alors je dis semble parce qu'on n'a pas de moyens de faire des statistiques officielles. On a affaire à un réseau de résistance qui s'efforçait de ne pas laisser trace. On ne peut pas estimer précisément le nombre de prédicateurs. Mais en tout cas, les femmes semblent être majoritaires parmi les prédicateurs à la fin des années 1700 et au début des années 1710. Pourquoi ? Eh bien parce qu'au début des années 1700, il y a eu la guerre des Camisards. Alors la guerre des Camisards, elle n'est pas arrivée en Vivarais, elle est restée dans les Cévennes, c'était une rébellion armée de protestants, mais elle a été très sévèrement réprimée, et en fait cette répression a marqué les protestants, qui se sont efforcés d'être plus discrets, et en plus, avec cette répression assez marquée, excusez-moi, avec cette répression assez marquée, beaucoup d'hommes ont été arrêtés, beaucoup de prédicants ou de prophètes ont été arrêtés, mais finalement les autorités soupçonnaient moins les femmes de prêcher. Et donc elles ont été moins arrêtées et ont pu continuer leur ministère. Alors pendant le désert discipliné, on l'a vu, la prédication est interdite aux femmes, elles n'ont plus le droit de prêcher, mais certaines prophétesses vont s'accrocher à leur statut et continuer à prêcher. Et en fait, elles vont devenir doublement contestataires. Elles vont contester l'interdiction du protestantisme en continuant à prêcher leur foi protestante, et aussi elles vont contester cette institutionnalisation de la résistance qui cantonnait les femmes à un certain statut. Donc on a par exemple des prophétesses qui vont interrompre le sermon d'un pasteur pour lui dire écoute ce que Dieu te dit, remettre en question en fait ce que le pasteur dit, et vraiment contester de manière très publique l'autorité des pasteurs. Mais ça reste vraiment des actes un peu isolés. Les prophétesses qui vont s'accrocher à ce statut sont très minoritaires et peu de gens vont les suivre au final. Alors un troisième type de contribution, c'est le fait d'apporter une aide logistique. Alors pendant le désert spontané, eh bien ça c'était très limité, puisqu'on avait une résistance qui n'était pas vraiment organisée. Je vous l'ai dit, c'était des actes très locaux, très spontanés. Donc on pouvait héberger des assemblées et aussi héberger des prédicants, des prophètes ou des prophétesses qui seraient de passage dans le village. Et au final, souvent les deux allaient de pair, c'est-à-dire que quelqu'un qui décidait d'organiser une assemblée faisait en sorte qu'elle se passe chez eux ou alors à l'extérieur, à proximité, et souvent ils hébergeaient les prédicants, les prophètes et les prophétesses. En Vivarais en tout cas, je rappelle que je m'exprime pour le Vivarais ici.
Et pendant le désert discipliné, et bien là en fait, c'est là que les femmes vont avoir énormément d'opportunités de contribution à la résistance, puisqu'on a affaire à un mouvement qui est organisé. Le but en fait est que les pasteurs puissent prêcher. Les pasteurs ils se rendent de paroisse en paroisse pour y prêcher. Donc le but c'est que tous les dimanches il y ait une assemblée et que les pasteurs puissent s'y rendre. Tout tourne autour de ça. Et du coup, il faut une organisation très précise. Donc là, je vais vous donner seulement quelques exemples, je n'ai pas le temps de tous les lister. La première chose, c'est héberger des pasteurs. Les pasteurs, ils passent certaines nuits à la Belle Étoile et d'autres chez les fidèles. Et certains protestants avaient même des maisons conçues pour l'hébergement clandestin. Donc par exemple, ici, c'est une photo qui a été prise à la maison de Pierre et Marie Durand, que vous connaissez peut-être, qui se trouve au boucher de Prans. Et donc je sais pas si vous voyez bien, si c'est sombre, mais en fait il y avait une salle une cachette plutôt, par laquelle on entrait en fait ici en soulevant une dalle ici. Alors moi j'ai recensé tous les foyers qui ont hébergé des pasteurs du Vivarais. Donc j'en ai trouvé 18, il y en avait beaucoup plus, mais la plupart n'ont pas laissé de traces. Parmi ces 18 foyers, il y a 8 personnes dont on ne connaît pas le statut marital, c'est-à-dire si c'est un homme qui hébergeait, on ne savait pas s'il était marié ou non. On avait aussi 3 couples ou familles, un homme marié dont la femme n'a pas l'air d'avoir joué un rôle dans l'hébergement du pasteur, et, chose très surprenante, 6 femmes célibataires. En fait, la résistance faisait appel à des femmes célibataires pour héberger les pasteurs parce que les autorités ne les soupçonnaient pas. Qui aurait pu soupçonner que des femmes seules allaient héberger un homme seul chez elles? Vous imaginez qu'à l'époque, forcément, on aurait tout de suite soupçonné qu'ils avaient une relation. Et donc, les autorités ne soupçonnaient pas que cela était possible. Et donc, c'est pour ça qu'on avait recours à ça. Alors, des femmes ont été arrêtées, donc petit à petit, les autorités s'en sont rendues compte, mais ils les soupçonnaient quand même moins que les hommes. Et du côté des protestants, il n'y avait aucun soupçon de relation entre le pasteur et la femme, c'est ça qui est assez impressionnant. Alors je vous ai mis un tableau récapitulatif de ces femmes, donc on voit que la plupart sont veuves, et une seule était célibataire, n'avait jamais été mariée. Elles sont aussi plus âgées que les pasteurs, et ce sont souvent, donc si vous regardez dans le statut social, des femmes qui viennent de milieux assez aisés, donc qui avaient les conditions pour loger les pasteurs, et notamment une maison assez grande avec une chambre séparée, bien évidemment. Notre type de contribution, c'est la réception ou la transmission de la correspondance des pasteurs. Pour qu'ils puissent organiser tous leurs déplacements, ils étaient sans cesse en train d'écrire et de recevoir des lettres. Et il fallait que des gens puissent les recevoir pour eux, puisque les pasteurs étaient itinérants. Ils n'avaient pas forcément de domicile fixe. Et même s'ils en avaient un, recevoir du courrier chez eux était trop dangereux. Donc les personnes s'occupaient de réceptionner ou d'envoyer leur courrier. Alors, on a beaucoup d'intermédiaires qui étaient utilisés, et là, il ne semble pas y avoir un sexe qui se démarque plus que l'autre. Être homme ou femme, peu importe, au final, les deux recevaient ou transmettaient le courrier. Et un dernier type d'aide logistique que j'ai choisi de vous montrer aujourd'hui, c'est celui d'intermédiaire dans le transfert d'argent aux pasteurs. Les pasteurs touchaient une pension qui leur était envoyée depuis la Suisse, souvent par un temps de cours, et donc cette pension couvrait à peine les dépenses quotidiennes au final, mais c'était en quelque sorte un salaire, et il fallait donc le transmettre aux pasteurs depuis la Suisse. Donc ce qui se passait, c'est que Cours transmettait l'argent par un ou plusieurs intermédiaires jusqu'au pasteur. Donc ici, alors le numéro 13, c'est juste que c'est le 13e réseau que j'ai recensé, donc ça c'est pas important, mais c'est un réseau, on voit, qui date de 1750. Perrault avait besoin de recevoir sa pension, donc Cours l'a envoyé aux Demoiselles de l'Arbre, qui étaient des réfugiés qui habitaient en Suisse. Ensuite, elles se sont chargées de le transmettre à Perrault.
Alors, je vous l'ai dit, cette pension, elle suffisait à peine à couvrir les dépenses quotidiennes. Et donc, les pasteurs étaient parfois contraints d'emprunter de l'argent sur place. Donc, c'est le cas du pasteur Désubat, qui est tombé malade en 1745, et donc qui a dû emprunter de l'argent à quelqu'un. On ne sait pas qui. Par la suite, il écrit à cour et il lui demande de rembourser ses frais. Il fait en quelque sorte, on pourrait dire, une note de frais, et il lui dit, à cour, envoyez cet argent aux demoiselles de Tataillon, elles savent à qui je la dois. Et ensuite, c'est les demoiselles de Tataillon qui vont transmettre cet argent. Donc, voici tous les intermédiaires qui étaient utilisés dans les réseaux financiers. Dans la colonne occurrence, en fait, ça veut dire le nom de réseau financier dans lequel ils étaient impliqués. Alors, est-ce que vous remarquez quelque chose par rapport aux hommes et aux femmes? Les femmes voyagent plus, c'est-à-dire... Oui, alors, c'est pas tout à fait qu'elles faisaient des plus grands trajets, mais en tout cas, en effet, les intermédiaires féminins se trouvaient en Suisse. Alors, elles se déplaçaient pas forcément, elles, pour amener l'argent. Hein. Souvent, elles le transmettaient à quelqu'un qui allait amener l'argent. Mais en effet, toutes les femmes qui interviennent dans les réseaux financiers se trouvent en Suisse. Et on a aussi 2 hommes qui se trouvent en Suisse. Et puis, on a aussi tous les autres hommes qui se trouvent en France. En fait, ça, c'est parce que, d'ailleurs, la plupart de ces hommes étaient des marchands. Et ces hommes, en France, pouvaient justifier cette réception d'argent, si eux aussi s'ils voyageaient pour l'amener, par exemple, ils pouvaient justifier et dire que c'était de l'argent dans le cadre de leur commerce. Alors que les femmes n'avaient pas cette excuse de situation professionnelle qui permettait de justifier le fait de transporter de l'argent. Donc c'est pour ça qu'on avait recours à des hommes en France. Et par contre, en Suisse, on avait essentiellement recours à des femmes parce que les courriers que les protestants adressaient aux femmes étaient moins surveillés que ceux qui étaient adressés aux hommes. Encore une fois, parce que les autorités sous-estimaient l'implication des femmes. Et donc c'est pour ça qu'on s'adressait essentiellement à des femmes. Donc vous voyez vraiment que le fait d'être un homme ou une femme était instrumentalisé par la résistance pour permettre d'avoir des activités plus discrètes. Et puis alors, très rapidement, pour terminer... Ah, excusez-moi, je vous avais fait un code couleur. Très rapidement, pour terminer, un 4e type de contribution, hein, il s'agissait de lutter pour sa liberté en captivité. Un peu paradoxal. Alors, premièrement, lutter pour sa liberté religieuse en refusant d'abjurer. Les prisonniers protestants avaient la possibilité, la plupart du temps, d'être libérés s'ils se convertissaient au catholicisme. Et un très grand nombre d'entre eux refusent d'abjurer, parfois même s'ils sont condamnés à perpétuité, que ce soit en prison pour les femmes ou aux galères pour les hommes, ils vont refuser d'abjurer en échange de leur libération. Alors, on a tous en tête, je pense, l'exemple de Marie Durand, qui a été emprisonnée à la Tour de Constance pendant très longtemps, qui venait du Vivarais d'ailleurs. Mais au final, Marie Durand, elle est venue un symbole de constance dans la foi uniquement à la fin du 19e siècle. Ce sont les historiens du 19e siècle qui l'ont érigée en tant que symbole de cette résistance-là, parce qu'on considérait un peu que la constance dans la foi de cette manière-là, cette résistance douce, passive, était une qualité féminine. À l'époque, au XVIIIe siècle, on admirait tout autant les hommes qui refusaient d'abjurer et qui étaient aux galères que les femmes qui étaient en prison. Et d'ailleurs, Marie Durand ne semblait pas se détacher tant que ça du lot, elle n'était pas si connue que ça au sein de la communauté protestante. Ce qui a fait qu'elle est devenue connue, c'est ce que je vous ai dit, les historiens du 19e siècle, et puis aussi avec le recul, le fait qu'on pense à sa à la longue durée de son emprisonnement, qui a duré 38 ans. Et puis, dernièrement, lutter pour sa liberté religieuse en s'évadant de prison. Donc, en Vivarais, j'ai recensé toutes les évasions de lieux de captivité, et les femmes étaient beaucoup plus nombreuses à s'évader que les hommes.
Alors, attention, hein, c'est peut-être un peu trompeur de le dire comme ça, en fait, beaucoup plus de femmes étaient emprisonnées dans des couvents et pas dans des prisons. Et dans les couvents, les conditions de détention étaient un petit peu moins strictes, donc les femmes arrivaient plus facilement à s'évader. Alors, peut-être en 2 minutes rapidement, vous parler de deux évasions. Donc la première, il s'agit des sœurs Fusier, en fait. Donc Madeleine Fusier avait 2 sœurs qui étaient emprisonnées en couvent, l'une à Pont-Saint-Esprit, qui s'appelait Anne, et qu'elle est allée voir, elle espérait la faire s'évader, elle lui transmettait des messages qu'elle cachait dans les bas qu'elle lui amenait, mais Anne était très jeune et avec la pression dans le couvent, a abjuré, et donc a été libérée. L'autre sœur était emprisonnée à Aubenas, elle s'appelait Antoinette, et donc cette sœur, Madeleine a organisé l'évasion de cette sœur-là avec l'aide de 2 pasteurs, dont Perrault, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc Perrault et un autre pasteur sont allés lui rendre visite au couvent, lui ont remis une ficelle. Le soir, Antoinette a fait pendre la ficelle de sa fenêtre, qui était a priori au 3e étage. En bas, il y avait les 2 pasteurs qui ont attaché une corde à cette ficelle. Antoinette a pu tirer la corde et a pu ensuite descendre grâce à cette corde. Il n'y avait pas de barreau sur sa fenêtre, hein, donc c'est là qu'on voit qu'une évasion d'un couvent était quand même plus facile qu'une évasion de prison. Et puis la deuxième, donc c'est celle d'Anne Lapra. Alors je ne vais peut-être pas tout vous raconter, on n'a pas forcément le temps, mais Anne Lapra et son mari ont été arrêtés parce qu'ils hébergeaient un pasteur et sa femme. Lorsque ils ont été arrêtés, Anne Lapra était enceinte de 8 mois et l'épouse du pasteur est enceinte de 6 mois. Elles ont été emmenées, les 2 femmes ont été emmenées au château de Beauregard, à Saint-Péret, en Vivarais. Et 1 mois plus tard, elles se sont évadées. Anne Lapra venait d'accoucher, l'épouse du pasteur était enceinte de 7 mois, et elles ont franchi un mur de 4 mètres, a priori en le désescaladant, mais ce qui est assez impressionnant, sachant que l'une d'entre elles venait d'accoucher et que l'autre était quand même enceinte de 7 mois. Donc voilà pour un aperçu des contributions des femmes à la résistance protestante du Vivarais. Je ne sais pas si vous avez des questions. On va déjà vous remercier avant de...